Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal organisé ce lundi 8 juillet 2024 à Kinshasa, des agents et cadres de la DGRK dénoncent et accusent leurs responsables de mégestion. Plus de détails dans ce journal. Et à l'international, la Suisse occupe une place solide parmi les 15 plus grands investisseurs avec l'appui d'Afrexim Bank dans plusieurs secteurs importants sur les continents. De détails dans ce journal. Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les agents et cadres de la DGRK ont organisé un sit-in ce lundi 8 juillet devant la Direction générale de recettes à Kinshasa. Ces derniers réclament les arriérés de salaire de 3 mois. Ils accusent les DG de la DGRK d'une mégestion. Et ils ont en outre demandé l'implication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, Patience Lokeke et Stani Samba, pour plus de détails. Ils sont montés au créneau. Ce sont les agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa qui sont venus une fois de plus réclamer leurs arriérés des salaires de 3 mois devant la Direction générale de cette institution à Kinshasa. Sifflets et chants. Ces agents demandent l'implication du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. À la DGRK, nous sommes en train de vivre ce qui se passe même au niveau national. Les salaires indécents, les salaires qui ne disent pas son nom. Comment on doit nous payer un salaire de misère? Comment nous pouvons nouer les 2 bouts de mois, payer les loyers, payer les frais scolaires, les frais des hôpitaux? Nous n'avons pas cet argent pour subvenir à tous ces besoins-là. Comment les agents qui sont venus pour réclamer leurs droits, ils peuvent être contrés par une police au lieu de préserver les personnes et les biens comme ils sont institués? Nous avons commencé à l'Assemblée provinciale. Ils ont interpellé les DG. Il y a eu une motion de défiance. Ils se sont arrangés pour aller en vacances parlementaires. Monsieur Bumba, Fungola Missou, Longola la biso au sein de l'hôtel de ville, Batunio so Bazali, pour protéger l'intérêt du peuple congolais. La DGRK manque l'argent pour payer ses travailleurs. C'est inconcevable. Donc Michel a tout bouffé. Et nous venons réclamer, c'est nous qu'on veut arrêter. C'est anormal ça. On est dans quel pays? Les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa réclament de meilleures conditions de travail et une bonne rémunération des agents. À titre de rappel, le directeur général de la DGRK a été visé par une motion de défiance après son audition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour cause, la gestion opaque de la DGRK. Il faut signaler aussi que quelques agents ont été interpellés par la police lors de ces sit-ins. La RDC victime d'une agression orchestrée par le Rwanda. C'est une vérité connue de tous. Depuis 1996, Kigali a fait tomber le masque en envoyant ce propre pion dans le Kivu. Un livre retrace le 28 ans de ces conflits. Il est l'œuvre de Nikes Kibelbel. L'auteur expert de questions sécuritaires explique les motivations pour écrire son livre et comment le Rwanda a pu établir un réseau à sa solde en terre congolaise. Nikes Kibel a été joint par Patrick Ilunga. Suivez. La motivation, c'est comprendre, faire comprendre aux lecteurs, aux décideurs et à presque au monde entier le drame que traverse la République démocratique du Congo depuis 1996. Il y a eu une série de rébellions, AFDL, RCD, émiettés. Nous avons le CNDP, le M23, le M23 rénové. Alors il faut expliquer aux Congolais que ce sont des rébellions rwandaises, ce ne sont pas des rébellions congolaises. Parce que la définition d'une rébellion, c'est que c'est le
population se révolte contre un pouvoir et qu'il les change. On dira, mais oui, ce sont les populations. Mais regardez ces rébellions. C'est comme on fait tomber l'ouragan, pas s'il fait tomber des roseaux. Et après l'ouragan, les roseaux se redressent parce qu'on ne déracine pas les roseaux, on ne déracine pas les arbres. Si c'était des rébellions congolaises, elles ne reviendraient pas tous les 3 ans ou les 5 ans, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut expliquer à la population que ce sont des rébellions rwandaises, mais au Kivu. Parce que, d'abord, vous voyez, ceux qui ont animé le CNDP, ce sont les mêmes qui se retrouvent dans l'M23. Mais le CNDP avait présenté un cahier. Contrairement à l'AFDL et au RCD, le CNDP avait présenté un cahier et ces cahiers, discutés ou l'accord signé le 23 mars, a donné naissance au M23. C'est vraiment la réincarnation du CNDP avec les mêmes doléances. Ils ne sont jamais partis du milieu. Ils étaient des commandants des secteurs. Ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Et ça leur permet effectivement de faire la guerre et d'avancer. La résurrection du M23 était très bien préparée grâce aussi à notre bêtise parce que presque chaque mois, une cinquantaine de Rwandais étaient affectés comme gardiens à la mine de Robaya avec l'uniforme de la police nationale congolaise. Et ils disparaissaient après quelques temps dans la nature. Ce sont eux qui ont effectivement donné corps au M23. Donc nous en parlons et nous abordons beaucoup de choses. Au fait, comme nous le disons, Laurent Nkunda était une pièce rare. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui on les garde au Rwanda. Avec l'évolution politique, il l'a mis de côté, il a utilisé son, si je peux dire, son disciple Makenga, qui continue la guerre jusqu'aujourd'hui. Et lorsque vous regardez, si vous cherchez les commandants dans le RCD et dans le M23, vous trouvez que ce sont les mêmes qui se retrouvent dans les tableaux de déploiement que nous avons sortis. C'est-à-dire, on n'a rien inventé, on a seulement continué cette déstabilisation mise en place depuis pratiquement 1996. La tension persiste encore ce lundi après des manifestations répétitives déclenchées depuis le mardi 28 mai dernier à Longi, un village situé à 90 km du territoire de Sakania dans la province du Haut-Katanga. En effet, les habitants de cette partie du pays passent de nuits entières devant les installations administratives de l'entreprise minière JCHX Sabwe Mining Sahel. La population exige à la société des actions de développement dans le cadre de sa responsabilité sociétale. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Cela fait déjà 3 ans que JCHX Sabwe Mining Sahel, qui a remplacé Comisa, une des filiales de Fescantum Minerals, évolue dans ces coins. Mais sur le plan social, aucune action en termes d'infrastructures de base n'a été entreprise. Pourtant, le village fait face à plusieurs difficultés. Hormis les violations de leurs droits, en tant que population impactée par l'exploitation minière, Sabwe Mining utilise 60% de la main-d'œuvre zambienne à Lonchi. Interrogé par Géopolis Télévision, un ancien agent de la mine de Lonchi, sous le label Comisa, a délié sa langue sur ce dossier qui constitue la pierre d'achoppement entre la population riveraine et Sabwe Mining. Quand j'ai appris cette histoire-là, j'étais sidéré. Mais j'aimerais quand même que je remplace un verbe que vous avez utilisé. Les filiales de Fescantum au Congo n'ont pas été remplacées. Elles ont été spoliées par le gouvernement il y a une dizaine d'années. Tout mon corps tremble depuis hier, depuis que j'ai appris que même l'homme que nous avons élu à Sakania a été refusé d'accès. Nous avons laissé, nous, quand je parle de nous, c'est la compagnie minière de Sakania, nous avons laissé un hôpital, nous avons laissé une école, etc. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce que nous avons laissé? Je remarque que la politique sociétale qui était au top, parce que Fescantum avait mis toute une direction uniquement chargée à observer, à faire observer le nouveau code minier. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils font avec cette histoire? Après le minage, quelques minutes après le minage, les travailleurs sont obligés de rentrer dans les chambres où l'explosif venait de péter pour travailler et qu'on a vu quelques travailleurs tomber en syncope. Eh bien, j'en appelle au président de la République, ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez l'explosion, l'explosif civil, eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'énergie en gaz. L'explosion là, le volume initial atteint, M. Bonali, jusqu'à 30 000 fois.
en dégageant un grand volume de gaz à grande température et à grande vitesse. Donc, quelques minutes à peine, les travailleurs rentrent, ils sont obligés de renifler ces gaz, parmi lesquels vous avez des gaz très dangereux, tels que les NO. Les NO en présence de l'eau qui est dans le poumon, etc. Donc, l'individu, avec le temps, va fabriquer lui-même l'acide nitrique et ses poumons seront troués. C'est très grave. J'en appelle au président de la République, rien que pour ça, tout en disant que Fescantoum avait déjà gagné contre la République. En principe, on devrait remettre la mine de Lonchi aux propriétaires que nous sommes. Je ne suis qu'un travailleur, mais je pleure, j'ajoute mes pleurs, j'ajoute mes supplications à celles des habitants de Lonchi. La même situation se passe dans beaucoup de mines congolaises. Ce qui se passe à Lonchi se passe malheureusement dans la Société africaine d'explosifs où j'ai travaillé pendant 19 ans, qui devient maintenant simple régulation. C'est une société avec les Chinois qui fabriquent les explosifs. J'en appelle au président de la République, si vous ne regardez pas ça, mais nous allons arriver où? Où est notre souveraineté si nous, Congo, en tant que peuple souverain, nous n'avons pas la main mise sur notre propre usine d'explosifs? Pour les habitants de Sakania, l'installation de cette entreprise constituait un espoir d'une amélioration des conditions de vie sociale. Pour en parler, nous avons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de Dieudonné Bonali, journaliste économique à Géopolis Télévision. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Maryse Boleli. Alors nous aimerions savoir, est-ce que Saboua Mining est la seule entreprise se trouvant dans cette situation? Pas du tout. Nous avons en République démocratique du Congo, surtout dans la région Espace et Grand Katanga, plus de 1000 entreprises qui opèrent dans plusieurs filières. Vous avez la filière Kibro cobaltifère, cuivre et cobalt. Il y a certaines entreprises qui sont dans des filières étain. Vous avez les filières lithium. Et puis dans les 3T, vous allez constater que parmi ces entreprises, beaucoup sont des entreprises à capitaux chinois. Et il est reconnu sur la place publique que les Chinois ne respectent pas la norme RSE, qui veut dire tout simplement la responsabilité sociétale de l'entreprise. En français facile, les codes miniers de la République démocratique du Congo, promulgué en 2018, considéré comme la Bible du secteur minier, demande à toutes les entreprises minières de contribuer au développement social des localités, des villages, des territoires, des provinces où elles ont des opérations. Malheureusement, tel ne semble être le cas pour la plupart d'entre elles, d'où vous avez vu, il y a des manifestations des populations. Oui. Dernièrement, il y en a eu à Kakanda, dans les territoires de Lubudi, où nous avons réalisé récemment un grand reportage qui va paraître dans la revue congolaise des activités extractives, Géopolis Magazine. En parlant précisément de Kakanda, il y a une entreprise minière, Boss Mining, qui était tombée dans les filets de Kinshasa, de l'administration du gouvernement congolais. Cette entreprise s'est retrouvée juste dans la même situation. Et il y a eu des manifestations, il y a eu quelques acteurs de la société civile qui ont dénoncé cette situation. Oui. Parce que si vous allez à Lubudi, et puis précisément à Kakanda, vous allez voir que la population vit dans la poussière. Il y a des routes boueuses, et certains villages sont dépourvus en eau, il n'y a pas d'amélioration des dessertes en eau, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Revenons maintenant à Lonchi, et une cité située à 90 km de la ville frontalière de Sakania, parce que de l'autre côté, vous avez Ndola en Zambie. Dans cette cité, jadis, il y avait une multinationale dénommée Fescantoum Minerals, qui opère actuellement en Zambie. Et il y a quelques années, cette entreprise opérait en République démocratique du Congo dans la botte du Katanga. Et cette société avait quelques filiales. Il y avait Frontier Sarl, il y avait Comissa. Oui. Et avec l'avènement de ces sociétés,
la vie sociale avait beaucoup changé dans cette partie de la République. Mais malheureusement, ces grands groupes miniers avaient eu des déboires judiciaires, des ennuis judiciaires avec la Sodimico, une autre entreprise de l'État. Et ça en est suivi aussi des ennuis politiques, ce qui avait poussé cette entreprise à mettre la clé sous la paillasson, à fermer et à partir. Et depuis leur départ, il y a eu la reprise de toutes ces filiales. Certaines ont été reprises par Eurasian Natural Resources, et puis d'autres par la multinationale chinoise Sabwa Mining. Mais malheureusement, la population a constaté que la vie sociale a commencé à se détériorer jusqu'à revenir aux temps immémoriaux, c'est-à-dire à l'époque où ils vivaient encore sans l'eau potable, sans électricité, sans route, sans école, sans centres de santé. Voilà pourquoi ils ont manifesté pour demander, à défaut de fermer cette entreprise par le gouvernement congolais, là, ils sont tentés de voir le ministère national des mines, et comme il y a une jurisprudence Boss Mining, oui. Rappelez-vous, Antoinette Samba avait fermé l'entreprise Boss Mining pour les mêmes raisons. En tout cas, au niveau du code minier, respect du code minier, les autorités congolaises ne blaguent pas. Parce que, nous devons les rappeler, les premiers ennemis d'un projet minier, c'est la population autochtone. La population qui a accueilli ces projets miniers-là. Quand vous avez gagné un permis, vous obtenez un permis minier pour exploiter un élément naturel, ça peut être le cuivre, ça peut être le cobalt. Si vous ne participez pas au développement social de cette communauté, comme l'exigent les codes miniers et autres lois de la République, vous allez avoir la population derrière vous comme premier ennemi. Et au moment où nous parlons, cette entreprise a fermé parce qu'il y a l'insécurité qui règne autour de la mine. Oui. Ces Congolaises et Congolais habitant cette partie de la République, en tout cas, ils ont décidé de passer la nuit devant les sièges de cette entreprise jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante sera trouvée à leurs problèmes. Donc nous voyons que ce n'est pas la seule entreprise qui se retrouve dans cette situation, mais face à cette situation, que doit faire l'État congolais? Bon, l'État congolais a 3 solutions devant sa table. Oui. Soit, comme c'est une entreprise qui contribue beaucoup aussi au trésor public, nous ne devons pas l'ignorer, cette entreprise paye des impôts et taxes, leurs travailleurs étrangers payent des cartes de travail qui font entrer beaucoup d'argent. La première solution, c'est la négociation. Il faut revoir les cahiers des charges, oui. Une sorte de contrat social qui lie cette société aux communautés riveraines. Soit, l'État peut se rappeler de la jurisprudence Boss Mining, fermer cette entreprise, oui. Et au moment opportun, lorsque toutes les conditions seront réunies, c'est-à-dire la révision du cahier des charges, le respect de la norme RSC, et puis on va rouvrir cette entreprise à nouveau pour la reprise des activités. Soit carrément la nationaliser, mais ça sera une solution difficile, ça risque de nous créer des problèmes au niveau international. L'État a assez de procès comme ça, avec beaucoup de multinationales par le passé. Ajouter à cela un autre procès avec Sabwa Mining, oui. Ce n'est pas intéressant. Je pense qu'une solution sera trouvée pour l'intérêt de 3 parties prenantes. Vous avez l'État congolais, oui. L'entreprise elle-même Sabwa Mining, et oui. Puis les communautés riveraines, les propriétaires de ces mines. Merci beaucoup Dieudonné Boinali pour Merci pour votre invitation. J'espère revenir prochainement avec un autre dossier. Oui, nous espérons vraiment revenir ici sur ce plateau. Continuons ce journal. La RDC abrite du 8 au 10 juillet 2024 le travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications UAT en sigle. C'est la première ministre qui a donné le coup d'envoi au Pullman Hôtel de Kinshasa en présence du ministère de Postes, Télécommunications et Numérique. 53
États membres de l'UAT prennent part à ces assises d'une grande importance pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo afin de discuter, de délibérer, mais aussi de creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur de télécommunications du continent. La Première ministre a appelé les participants à mettre un point d'honneur à la coopération entre le pays membre. Je vous propose de la suivre. Ce que nous devons adresser et résoudre sont nombreux et complexes. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès universel aux services de télécommunications pour chaque citoyen de nos pays respectifs, de garantir et de renforcer la sécurité et la fiabilité de nos infrastructures numériques contre les cybermenaces croissantes, ou de favoriser l'émergence et l'éclosion des innovations locales capables de rivaliser avec les solutions des contrées lointaines et de se créer une place sur le marché technologique mondial. Il est essentiel que l'Afrique ne soit pas seulement un marché pour les grands groupes mondialement connus, mais aussi un fournisseur de services et de solutions pour le reste du monde. En conclusion, chers délégués, chers participants, distingués invités, j'émets le vœu que cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UAT, qui se tient dans la capitale de la République démocratique du Congo, soit une réussite à tout point de vue. Elle devra mettre un point d'honneur à promouvoir la coopération régionale entre nos pays, ainsi qu'avec les différents regroupements sous-régionaux de ce secteur. Je suis certaine qu'elle sera marquée par des échanges fructueux, des résolutions pragmatiques et des décisions stratégiques qui façonneront l'avenir des télécommunications de notre continent. Sur ce, je déclare ouverte la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications, UAT en cycle. Que vive l'Union africaine des télécommunications, que vive le continent africain, que vive la République démocratique du Congo. En France, après le vote du dimanche, c'est le soulagement autant dans les camps des immigrés que de certains Français, après l'échec du Rassemblement national à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale française. Commentaire de Domomat sur les images de Patrick Mangala. Suivez. Tout à son connu, les Fronts populaires viennent d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale française. Il reste au président de la République, Emmanuel Macron, qui va certainement voyager cette semaine aux États-Unis, de faire appel à cet regroupement politique pour voir dans quelle mesure diriger ensemble. Le second tour des élections législatives en France s'est achevé ce dimanche 7 juillet sur une note de déconvenue pour le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen, qui espérait décrocher la majorité absolue, n'a fini que troisième, une nouvelle accueillie avec joie dans le camp des immigrés qui redoutent la politique d'immigration portée par ces partis de l'extrême droite. On a corrigé l'erreur. Donc aujourd'hui, je suis fier qu'en France, les erreurs qui sont faites sont reconnues. On a mis un Front populaire en tête. On est tous contents, mais bon, on aurait aussi aimé voir le Rassemblement national pour voir ce qu'ils allaient faire, mais bon, comme d'habitude, ils ne passent pas, ils sont derniers. Un grand soulagement également pour certains Français pour qui la défaite infligée au Rassemblement renvoie à un signal positif que la France envoie au monde. Je suis contente de me rendre compte que la plupart des Français ne sont pas fachos et je suis hyper heureuse d'être avec tout le monde ici pour fêter ça. C'est la victoire de la démocratie, de la liberté, de la solidarité et de l'égalité. Et c'est fondamental, c'est à ne pas désespérer justement du peuple en France qui s'est massivement déplacé dans les urnes pour voter contre le Rassemblement national. Et là, c'est incroyable, c'est extraordinaire. L'heure est d'ailleurs venue pour certains de replacer les sociales des Français sans aucune distinction au centre du débat. Pour nous, qui luttons pour le droit au logement, contre les expulsions, pour la réalisation massive de logements sociaux et pour la réquisition des logements vacants notamment, et puis pour une redistribution des richesses, jamais les milliardaires ont eu autant d'argent dans notre pays, eh bien, il y a des choses à faire. On n'a jamais compté autant de sans-abri. Il faut mobiliser, réquisitionner les immeubles appartenant à des grands propriétaires, à des riches propriétaires, à des sociétés, etc., qui sont vacants, qui sont très très nombreux dans les grandes agglomérations. Il faut absolument produire massivement du logement social pour loger les classes populaires. Quelques incidents mineurs ont été signalés à Paris après la publication des résultats. Tout compte fait, certains spécialistes de la scène politique française préviennent la défaite surprise du Rassemblement national lui permet
d'aborder 2027 dans la meilleure configuration possible. À Kinshasa, les espaces verts qui ne sont pas vendus se transforment facilement en garage ou en parking de véhicules, ce qui transforme ces lieux en véritables dépotoirs de poubelles et urinoirs des passants. C'est le cas de la 12e rue, Petit Boulevard, en face de la maison communale qui s'est transformée depuis un moment en garage de camions remorques. Si cette situation arrange certains agents de l'État qui y trouvent leur gain, elle pénalise plutôt les usagers de ce coin. Suivez plus de détails. En face de la maison communale délimitée, sur l'espace initialement prévu pour un jardin public, un parking improvisé s'est développé, transformant progressivement l'endroit en un garage et un stationnement de fortune pour une multitude de camions. Nous sommes à la 12e rue précisément. Si nous sommes en 2019, Tango Gentini Azozo Bokonzi, Aïn Kin Bopedou, Alingaki, Akom Salimete, Bopeto ya solo. Ninge tomoni asali parking mama Marte kuna. À notre grande surprise, tomoni kaka mutuka moko eye telemi awa. Yami bale ekomi koya. Lelo toza penza na ituluku ya mituka eza ebele place wana. Tozo mituna te ebandaki ndenge nini nani akonzaka garage wana tozo yeba te. Aussi longtemps que Gentini achaka libanga awa bo atonga monima ya Frango Mbomakiadi ache libanga po atonga monima wana tomona ke bato bazoleka bazomona ba légende musicale ya mboka na biso mais chilelo eloko wana esalema te. De nouveaux camions s'ajoutent à cette accumulation, créant ainsi un enchevêtrement de véhicules qui affecte la tranquillité du quartier. Bien que l'argent généré par ces stationnements soit supposé revenir à la commune, l'augmentation du nombre des camions en panne a graduellement transformé cet endroit en un véritable urinoir et dépotoir, posant des problèmes de santé et d'insécurité pour les résidents locaux et les passants. Commune bafutaka parking na ebite sonani mutu azwaka mbongo donc ekoki kozala commune mokolo garage toyebi ete ekomi nde toilette ekomi fulu ekomi solo mais toloba te oyo eza commune présidentielle. Cette situation, devenue monnaie courante à Kinshasa, soulève des questions sur la préservation des espaces verts dans la ville. Trop souvent, les terrains prévus pour des espaces verts finissent par être réquisitionnés par le service de l'État pour être transformés en garages ou parkings, modifiant ainsi profondément le paysage urbain et remettant en cause la nécessité de protéger ces zones de verdure essentielles pour le bien-être des citoyens et la qualité de l'environnement urbain. Il est crucial d'envisager des solutions durables pour préserver les espaces verts à Kinshasa et lutter contre leur détournement en infrastructures non destinées à cet usage. Cela nécessite une meilleure planification urbaine, la sensibilisation des autorités locales et des citoyens sur l'importance des espaces verts et la promotion d'alternatives respectueuses de l'environnement pour optimiser l'utilisation des terrains disponibles dans la ville. Le calendrier des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été dévoilé dimanche 7 juillet 2024 par la Confédération africaine de football. Le rencontre se disputeront du 2 septembre au 19 novembre prochain. La RDC débutera la compétition à Kinshasa face à la Guinée et clôturera également à domicile face à l'Éthiopie. Blette Kouzola. Après les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à Johannesburg le 4 juillet dernier, la Confédération africaine de football a dévoilé les calendriers complets de chaque nation participante. La République démocratique du Congo, placée dans le groupe H aux côtés de la Tanzanie, de la Guinée-Conakry et de l'Éthiopie, connaît désormais la voie à suivre pour se qualifier à la phase finale de la 35e édition de la plus grande fête du football continental. En tant que tête des séries du groupe H, les Léopards débuteront les éliminatoires en jouant en domicile contre la Guinée-Conakry. Le calendrier complet de matchs des Léopards se
présente comme suit: RDC Guinée du 2 au 10 septembre 2024, RDC Éthiopie du 2 au 10 septembre 2024, RDC Tanzanie et Tanzanie RDC du 7 au 15 octobre 2024 et puis Guinée RDC et RDC Éthiopie du 11 au 19 novembre 2024. La RDC, forte de son histoire footballistique, se prépare à affronter ses adversaires avec détermination pour tenter de décrocher sa qualification et représenter dignement tout le peuple congolais lors de la compétition majeure, ce qui sera la 21e participation pour les hommes de Sébastien. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Madame, Monsieur, faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, la Suisse occupe une place solide parmi les 15 plus grands investisseurs avec une présence significative dans des secteurs importants tels que la logistique, la santé, l'agroalimentaire, le commerce ou l'exploitation minière. Divers investisseurs avec l'appui d'Afrexim Bank veulent multiplier leurs actions sur le continent. En fin 2023, les exportations suisses sur l'Afrique sont passées de 169,5 millions de tonnes en 2022 à 174,2 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 2,6%. Suivez. Nous devrions saisir cette opportunité car l'opportunité stratégique que nous voyons est une relation dans laquelle nous combinons nos forces pour produire quelque chose qui bénéficierait à notre peuple et au peuple suisse. Les défis en Afrique sont nombreux et l'absence de conditions cadres bilatérales telles que le libre-échange, la protection des investissements et les accords de double imposition avec de nombreux pays ne facilitent pas les échanges commerciaux. C'est dans ce cadre que le professeur Benedicto Rama, président d'Afrexim Bank, a invité les investisseurs suisses à saisir les opportunités de partenariat avec les entreprises africaines à l'occasion de l'Africa Business Day Forum organisé par le Swiss African Business Circle. À ce titre, elle a annoncé la mise en place d'un fonds spécial dédié à ce partenariat. Je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle Afrexim Bank a décidé de consacrer 2,5 milliards de dollars à ce partenariat. Et le vice-président ici présent, qui est à la tête des affaires mondiales, c'est qu'il doit s'assurer que cette somme est utilisée. La Suisse est le 10e pays au monde investissant en Afrique. Les investissements directs suisses sur ce continent ont triplé à environ 13,5 milliards de francs CFA ces 15 dernières années. Les importations et exportations ont concerné 14 produits allant de l'agriculture aux métaux précieux et pierres-gemmes, en passant par des produits énergétiques ainsi qu'aux produits des industries chimiques et pharmaceutiques. Benedicto Rama estime à ce sujet que l'Afrique peut bénéficier de l'expertise de la nation helvétique pour combler le déficit pharmaceutique dont souffre le continent. Certains médicaments sont mis sur le marché dans le monde. Des médicaments oncologiques et toutes ces choses qui ne sont pas testées sur les Africains. Nous avons donc pensé qu'une collaboration avec la Suisse nous donnerait l'occasion de réaliser ces essais sur le continent et de mener des recherches sur des maladies qui concernent les Africains et qui n'intéressent peut-être pas d'autres régions du monde parce qu'elles ne souffrent pas de ces maladies. Dans son rapport annuel 2023 publié fin janvier 2024, l'Office fédéral suisse de la douane et de la sécurité des frontières a indiqué qu'en 2023, ce sont 1,4 milliard de tonnes de marchandises que la Suisse a achetées de l'Afrique pour une valeur globale de 17 milliards d'euros. Ces données concernent aussi bien les importations provenant de l'Afrique du Nord que des pays d'Afrique au sud du Sahara ou Afrique subsaharienne. 5 pays, à savoir l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie ont généré 70% des transactions enregistrées entre la Suisse et le continent africain. L'Union de Comores a célébré le 49e anniversaire de son indépendance le 6 juillet 2024. Le chef de l'État, Azali Assoumani, a placé la fête nationale sous le signe de l'accélération de la croissance économique en vue de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Face à la colère d'une partie de la population qui dénonce un contexte socio-économique difficile, le président Azali Assoumani compte créer des conditions propices au dialogue et à l'apaisement. Suivez. Le 6 juillet 2024 a marqué le 49e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores.
Le président Azali Assoumani a placé la fête nationale sous le signe de l'accélération de la croissance économique et du progrès social en vue de réaliser l'émergence du pays à l'horizon 2030. Pour réussir ce chantier, le chef de l'État mise sur la diversification des partenariats et compte davantage mettre à profit le potentiel des jeunes à travers la créativité et l'innovation. En nommant un nouveau gouvernement qui met en avant les jeunes hommes et femmes et leurs compétences, j'ai voulu donner à cette importante catégorie de notre population l'occasion de faire ses preuves à travers l'innovation, la créativité et la diligence. Au court, moyen et long terme, notre pays a besoin plus que jamais d'un partenariat actif et rénové avec l'ensemble de ses partenaires au développement, incluant les investisseurs privés, pour que les annonces de contribution en faveur de notre plan PCE puissent se concrétiser. Le président Azali Assoumani compte sur le dynamisme de son nouveau gouvernement, nommé le 1er juillet 2024, pour accélérer le chantier de développement des Comores. Dans son discours marquant la fête de l'indépendance, il a souligné l'engagement de l'exécutif à poursuivre les réformes engagées, notamment dans la gestion des affaires publiques, afin de créer un environnement propice aux investissements, lutter contre le chômage et la corruption. Je compte aussi et surtout sur le dynamisme de ce nouveau et jeune gouvernement pour approfondir et accélérer les réformes audacieuses déjà entreprises. Il s'agit notamment de renforcer le leadership dans la gestion des affaires de l'État, d'instaurer la gestion axée sur les résultats pour instaurer un environnement des affaires propice à l'investissement privé. Lutter contre le chômage en accélérant la croissance économique du pays et enfin accentuer la lutte contre la corruption et renforcer et diversifier nos relations avec nos partenaires au développement. Une partie de la population comorienne dénonce une fête nationale célébrée dans un contexte économique et social difficile, marqué notamment par un manque d'eau, d'électricité, d'emploi, une pénurie de produits de première nécessité et la grève du personnel hospitalier et éducatif. Une situation à laquelle le président Assoumani entend faire face en créant des conditions propices au dialogue et à l'apaisement. Une autre façon de vous informer, madame, monsieur, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa. C'est lundi 8 juillet 2024. Place à la revue de presse. Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire, deux journaux parus dans la ville de Kinshasa ce lundi 8 juillet 2024. Econews titre « Trêve humanitaire et négociations secrètes des Zanzibar, Kinshasa dans l'embarras ». 3 jours après l'annonce surprise d'une trêve humanitaire par les États-Unis appelant à une cessation de combat entre les FARDC et la coalition M23 RDF au Nord Kivu, les surprises s'enchaînent. La rencontre, c'est dimanche sur l'île tanzanienne des Zanzibar entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération et le vice-ministre congolais des Affaires étrangères sous l'égide de l'EAC aurait dû rester secrète. Une fuite organisée depuis Kigali est venue secouer la diplomatie congolaise qui a du mal à cacher son embarras. Une attitude qui résulte de la surprise générale alors que Kinshasa, déterminé plus que jamais à poursuivre les hostilités contre les M23 RDF, excluant toute forme de négociation avec Kigali avant le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. La réunion s'est déroulée dans un esprit constructif et orienté vers des solutions et les ministres de deux pays voisins qui ont fait preuve de bonne volonté ont souligné la nécessité d'une solution politique à la crise à l'est de la République démocratique du Congo, écrit le journal. Restons toujours dans la page sécuritaire avec Econews qui titre encore « Pour contrer la menace dans l'est, Tshisekedi institue des réunions hebdomadaires de la Task Force sécuritaire ». Désormais, une Task Force sécuritaire se réunira à fréquence hebdomadaire autour du président de la République Félix Tshisekedi. Ainsi en a décidé le chef de
d'État au terme de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie qu'il a présidé la semaine dernière. Cette task force sécuritaire placée sous l'autorité directe du président de la République devra être capable de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Cette task force aura notamment pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité. Cette nouvelle structure placée directement sous l'autorité du chef de l'État marque une étape importante dans les efforts du gouvernement congolais pour renforcer la sécurité du pays et protéger ses citoyens. En son tour, Géopolis titre « Les autorités alertent sur une nouvelle menace de Covid-19 ». La République démocratique du Congo est une nouvelle fois de plus sous la menace de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'on peut comprendre d'un communiqué de presse de l'Institut national de la santé publique, une structure du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Selon cette structure, il y a une augmentation remarquable du nombre de cas de la Covid-19 dans certains pays, dont ceux qui partagent le frontière avec la RDC. Le cas testé positif au coronavirus sont aussi comptés parmi les personnes revenant de la Mecque pour les récents Hajj. Il s'est fait que certains Congolais ont effectué ces déplacements. Il en est de même pour certains étrangers ayant choisi la RDC comme deuxième patrie. Il a conseillé cependant à tous les professionnels de santé de renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements de soins de santé, à savoir le port des équipements de protection individuelle et la gestion correcte des déchets biomédicaux. Fin de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. La fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Un sit-in organisé ce lundi 8 juillet 2024 à Kinshasa. Les agents et cadres de la DGRK dénoncent et accusent leurs responsables de mégestion. Et à l'international, la Suisse occupe désormais une place solide parmi les 15 plus grands investisseurs avec l'appui d'Afrexim Bank dans plusieurs secteurs importants sur le continent. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.